Mam Mody Diop. Je suis le coordonnateur, n'est-ce pas, des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines. Je suis en master au département d'histoire. Nous sommes à l'université Cheikh Anta Diop, plus précisément dans le jardin botanique de l'IFAN, c'est-à-dire l'Institut fondamental d'Afrique noire. Cet institut qui est le premier institut, n'est-ce pas, de l'Afrique noire, qui est, n'est-ce pas, centré sur les recherches scientifiques, les recherches sociologiques et historiques, etc. Donc c'est un lieu symbolique, n'est-ce pas, que nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, pour discuter des problèmes de l'université Cheikh Anta Diop. Nous savons tous que l'université est aujourd'hui atteinte de graves crises, ce qu'on dit communément la crise universitaire. Mais cette année-ci, la crise est larvée, c'est-à-dire la crise demeure toujours ici à l'université Cheikh Anta Diop. D'abord, il y avait une journée qui avait, n'est-ce pas, qui avait attiré l'attention des Sénégalais, n'est-ce pas, sur ce qui se passe réellement ici à l'université Cheikh Anta Diop. C'était la journée du 21 mai, la journée où il y avait il y avait un affrontement entre les étudiants et les forces de l'ordre et qu'il y avait beaucoup de blessés. Cette journée est causée, n'est-ce pas, par une revendication des étudiants. C'était, n'est-ce pas, le Master pour tous. Le Master pour tous est un label, hein, est un label. Le Master pour tous veut dire que les étudiants qui sont en L3, c'est-à-dire en licence, ces étudiants, cette année-ci, subissent une sélection. C'est une sélection inattendue, une sélection, n'est-ce pas, annoncée au dernier moment, une sélection, n'est-ce pas, qu'on dit lapidaire, injuste et injustifiée. Les étudiants se sont vus du jour au lendemain sélectionnés, juste au niveau de la licence. C'est-à-dire un étudiant qui a la licence, c'est-à-dire la licence académique. Nous savons tous que l'université délivre une licence classique. C'est un diplôme typiquement académique. Donc à la faculté des lettres et sciences humaines, les autorités veulent appliquer une sélection à ce niveau, ce qui n'est pas du tout normal, puisque les étudiants qui ont capitalisé 180 crédits sont aptes à continuer leurs études en master. Et ce sont même les textes qui le disent. Les textes disent que tout étudiant ayant capitalisé 180 crédits en licence doit, s'il le veut, s'il le désire, continuer ses études en master de recherche. Donc ce sont les textes même qui le disent. Alors, s'ils veulent venir du jour au lendemain dire qu'un étudiant, bon voilà, vous avez votre licence académique, c'est-à-dire classique, bon, allez-y, allez rester chez vous, vous ne pouvez plus continuer vos études. Les étudiants disent non, ça c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal et puis ça n'honore pas le Sénégal. Puisque cette sélection est issue, n'est-ce pas, des réformes, n'est-ce pas, que l'État veut appliquer, n'est-ce pas, à l'enseignement supérieur. Ce sont des réformes qui accompagnent le système LMD. Donc ces réformes, nous disons que ce sont des réformes trop dures, soutenues. Ce sont des réformes qui sont venues dans un moment inadéquat. Ce n'est pas le moment d'appliquer ces réformes. Ce n'est pas du tout le moment. Oui. Venons-en maintenant au problème des bourses. Oui, le problème des bourses, il y a une chose. C'est un problème ancien, hein, le problème des bourses. Nous savons tous que les étudiants qui ont une bourse, qui bénéficient d'une bourse, n'est-ce pas, ne représentent même pas 10% de la communauté universitaire, estudiantine, franchement parlé. Donc une bourse, c'est une assistance, une aide allouée par l'État pour soutenir, n'est-ce pas, le travail, n'est-ce pas, les études d'un élève ou bien d'un étudiant. C'est une simple bourse. Dans cette bourse, il y a une demi-bourse qui est 18 000 francs.
et une bourse entière qui est 36 000 francs. Donc l'État, les réformes veulent du coup aussi supprimer, ou bien disent-ils, harmoniser les bourses. C'est-à-dire, l'harmonisation des bourses, c'est-à-dire ils veulent que le LMD, c'est-à-dire la licence, c'est-à-dire qui est le niveau 1, c'est-à-dire L1, L2, L3, les étudiants qui sont dans ce cycle aient une bourse de 18 000 francs. Nous disons non, ce n'est pas ça. Parce que le coût des études en L3 est largement supérieur à celui, n'est-ce pas, de la licence 1. Donc ça ne peut pas être. Donc si on calcule bien, les étudiants, n'est-ce pas, qui doivent se restaurer dans les restaurants universitaires, leurs tickets, ils les achètent à 150 000 francs. Donc le mois, ça leur revient à 11 250 francs. 11 250 francs. Ticket à 150 francs. À 150 francs pour le mois. Oui. C'est 11 250 francs, Oui. leur restauration. Le système LMD, n'est-ce pas, préconise des études chères, des documents chers, n'est-ce pas? Ils payent en moyenne le mois 10 000 francs pour photocopier leurs documents, pour télécharger leurs documents. Et puis les étudiants qui ne sont pas logés à l'université, n'est-ce pas, payent le ticket de transport. Ça leur revient pratiquement vers les 40 000. Donc vouloir même attribuer une bourse de 18 000 francs à un étudiant qui est, n'est-ce pas, venu de l'intérieur, c'est un peu le vouer, le mettre, n'est-ce pas, à l'échec. C'est insuffisant. C'est trop insuffisant. Et nous savons tous ici à l'université que le social conditionne la réussite de l'étudiant. Donc la journée du 21 mai était une journée particulière qui nous rappelle, n'est-ce pas, dans l'histoire universitaire, qui nous rappelle beaucoup de choses, n'est-ce pas. C'était une journée, n'est-ce pas, où les étudiants qui réclamaient le master pour tous, n'est-ce pas, soulevaient, faire sortir les étudiants et manifester dans la rue. Et tout est commencé à partir de ce petit groupe. Ce master pour tous, c'est le nœud gordien de la crise universitaire. Je tiens à le préciser. C'est le nœud gordien de la crise. C'est eux qui ont soulevé tous les problèmes, n'est-ce pas, des étudiants. Et puis il y avait tellement de casse à l'issue de l'affrontement entre les forces de l'ordre et les étudiants. On a même eu, n'est-ce pas, le rapport de la Croix-Rouge qui nous disait qu'il avait recensé 95 arrestations en ce moment, 135 blessés, 27 fractures, 73 ordinateurs cassés par les forces de l'ordre, par les GMI, qui sont entrés dans le pavillon A, qui ont saccagé les chambres des étudiants et qui ont arrêté des étudiants innocents, des étudiants qui s'étaient terrés dans leurs chambres. Ils les ont trouvés là-bas, ils les ont battus, malmenés, massacrés. Et même, il y a même des tentatives de viol qu'on a déplorées, n'est-ce pas, que les forces de l'ordre, n'est-ce pas, ont effectivement commis ces jours-là. Donc c'était extraordinaire et c'était à déplorer. Parce que moi je me dis, au lieu du programme un ordinateur, un étudiant, le président ou bien le gouvernement veut faire, n'est-ce pas, un programme que je dis un étudiant, un gémien. Parce qu'il y a une brigade ici à l'université Cheikh Anta Diop. Non, c'est vrai, il y a une brigade ici. C'est anormal, il y a la cohabitation entre gémiens et étudiants est inacceptable, impossible. Il faut qu'il dégage pour que nous travaillions dans de très bonnes conditions. Oui, moi je dirais que même que les réformes, nous savons tous que les réformes sont puisées de l'extérieur et parachutées de l'intérieur. Mais ils n'ont pas tenu compte des réalités socio-économiques du Sénégal. Et ceux qui ont institué cette réforme, à savoir le professeur Bachir Diagne, le professeur Mary Teuw Niane, qui est chargé de l'appliquer, en réalité, ils ne savent pas exactement ce qui se passe dans les universités du Sénégal parce qu'ils sont longtemps et longuement à l'extérieur. Monsieur le ministre Mary Teuw Niane, j'ai eu à le dire devant lui-même parce qu'il m'a franchement déçu. Parce que, n'est-ce pas, aux questions typiquement pédagogiques, il nous a apporté des réponses politiques, ce qui n'honore pas sa haute personnalité. Monsieur Bachir Diagne est resté plus de 10 ans à l'extérieur. Il ne sait pas ce qui se passe dans les universités sénégalaises. Donc, ils ne peuvent pas du jour au lendemain venir
appliquer des réformes qui touchent de plein fouet la société, la jeunesse sénégalaise. C'est des milliers de jeunes Sénégalais qui sont expulsés, n'est-ce pas, des universités. Et j'ai eu à le dire. Étudiant en master ayant validé sa licence 3 en histoire. Bon, ce qui nous amène ici, c'est un peu pour déplorer la situation que nous vivons aujourd'hui. Et cette situation-là, ce n'est rien d'autre que la sélection des masters pour tous. Donc pourquoi nous fustigeons la sélection? Si on était des cartouchards, on aurait sorti grandement ou bien modestement l'université. Mais on n'est pas du tout des cartouchards. On a étudié, on a validé notre licence 3. Et à notre place, notre administration a pris des étudiants, ils les ont un peu repêchés pour les faire entrer dans en master. Et ils disent qu'il y a le problème des places. Ils disent qu'il y a beaucoup d'étudiants, le manque de, il y a peu de profs qui peuvent, et les profs même ne veulent pas encadrer, ne veulent pas vous encadrer. Et nous disons oui, s'il y a peu de profs, mais pourquoi donc repêcher à certains qui ont eu 50 crédits, repêcher quelqu'un qui a eu 50 crédits pour le faire entrer en master, laisser beaucoup d'autres étudiants qui ont pu valider. Et sur la base de cela, il y a aussi, ils disent que la sélection, ce sont les réformes qui le dictent. Mais cette réforme-là, quand elle vient, ça doit être appliqué à toutes les facultés de l'Université de Dakar. Et cela n'a pas été observé. À la faculté de droit, à la FASEC, à la fac sciences, ils n'ont pas pu procéder comme ça. Mais mieux, dans notre faculté des lettres sciences humaines, il y a 2 départements là qui n'ont pas procédé à la sélection. Donc pourquoi cette injustice? Et ils disent, et le doyen dit qu'ils se basent sur des critères pour pouvoir sélectionner. Nous disons oui pour la sélection, pour les critères. Et comment ils ont fait pour procéder à la sélection? Par exemple, vous allez au département d'anglais, tu vois là-bas beaucoup d'étudiants qui étaient venus ici en 2010. Ils ont obtenu leur licence avec mention, ils n'ont pas été sélectionnés. Et où se trouvent donc les critères qu'ils dégagent? Et ils disent qu'ils se basent sur les âges, sur l'âge. Il y a des étudiants, en département anglais, toujours, il y a des étudiants, ils ont pris la moitié des étudiants de 2009 et la moitié des étudiants de 2010. Est cela normal? Et les autres? Et les autres, ils disent qu'ils sont sélectionnables. C'est le terme là qu'ils ont utilisé envers nous, envers eux, qui ont pu valider. Et ces étudiants-là, avant même que la sélection ne vienne, ils ont été logés, ils ont été codifiés dans les chambres. Comment un étudiant codifié qui passe sa licence, est un excellent étudiant et qui codifie, et la sélection vient te dire que maintenant tu n'es pas excellent, alors dégage de l'université et allez faire ce que tu veux là-bas. Il y a un parfum de magouille. Il y a beaucoup de magouille parce qu'en géographie, ils ont pu repêcher plus de 150 étudiants et laisser les gens qui ont eu leur licence valider dignement leur licence d'or. Vous trouvez cela normal? C'est tout cela là qui nous font mal. Bonsoir, moi je m'appelle Christine Faye, étudiante de la faculté des sciences juridiques et politiques en licence 3, carrière judiciaire. Bon, moi j'aimerais partager par rapport à ce qui se passe dans ma faculté. Vraiment, en tant qu'étudiant, c'est difficile de voir certaines choses et on n'a pas le choix, on nous applique des choses qu'on n'aime pas. D'abord, cette année, on n'a pas fait de grève. Étudiant de la faculté des sciences juridiques n'a pas mené de grève cette année.
mais on se voit un bon jour, on se lève. On avait les rumeurs qu'on va appliquer session unique, qu'on va faire session rapprochée. Sans le consentement des étudiants, on a convoqué une réunion. Certains professeurs étaient là. Dès que l'assesseur a parlé de session unique, ils se sont levés pour ne pas y participer. Ça les a fait mal parce qu'ils ont su qu'à la faculté, il y a trop de matières que c'est difficile même de valider dans les 2 sessions, à plus forte raison, une session unique. Maintenant, mais avec ça, comme il a des amis, quelques professeurs sont ses amis, avec ses amis, il a consenti avec eux et il a affiché session unique. Les étudiants ont dit, puisque on a affiché session unique sans pour autant les aviser, ils n'ont qu'à quand même faire quelque chose, appeler les étudiants à discuter sur certaines décisions, mais l'administration a dit, sa décision, c'est sa décision. Rien ne change. Donc ça veut dire que nous sommes des brebis, nous sommes des moutons qu'on amène à la boucherie sans pour autant qu'on ait un mot à dire. Alors que nous avons droit à la parole. Nous sommes des étudiants. Donc avec ça aussi, vraiment nous déplorons cette marche. Quand M. l'assesseur Mayata Mbaye se met là pour dire que la faculté c'est Mayata, Mayata c'est la faculté, là on est dans quel monde? Dans un monde où c'est quelqu'un qui dit je dirige telle chose et ce que je fais c'est ce qu'on doit faire. Ce que je dis c'est ce qu'on doit faire. Donc là vraiment nous déplorons la situation. Aujourd'hui on parle de session unique, demain c'est problème de bourse. Aujourd'hui on dit ceci, demain c'est l'autre. Donc on ne sait même pas ce qui se passe dans la faculté. Avant-hier on a décrété 96 heures renouvelables au moment où, par exemple moi cette année j'ai 22 matières à faire. 22 matières. Alors que mes matières dominantes il y a 100 ou 150 pages. Est-ce que je peux apprendre 150 pages pour 22 matières? Ça c'est inadmissible et maintenant on me parle de session unique. Est-ce que là ça ne veut pas dire renvoyer tout le monde? Si lui il vient à la fac, il dit, on parle de repêchage, il dit qu'il ne repêche pas. J'ai des amis, ils ont cartouché à cause de 0,13. Ils ont cartouché toute une année. Regardez, venir ici, première année, passer deuxième année pour aller en licence 3, on t'empêche à cause de 0,13. Ça c'est inadmissible alors que lui-même de la licence 2 à la licence 3, il a été repêché. Est-ce que lui, il n'est pas un être humain aussi, comme nous? Avec ça, on ne peut rien dire parce qu'on ne nous laisse même pas le temps de parler. Et on veut nous imposer certaines choses. Les professeurs, bonjour, on se lève, on vient, on trouve une affiche. On dit, considérant que l'année telle, considérant que les moyens, considérant, sans pour autant signer ou cacheter. Alors que nous-mêmes, nous sommes les apprentis juristes. Eux-mêmes, ils nous apprennent le droit. Et on a appris qu'en droit, quand il y a une décision administrative, on ne peut pas valider la décision administrative tant que ça n'a pas été cacheté ni signé. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas de signature, il n'y a pas de cachet. Donc, est-ce que nous sommes dans un monde où tout est noir, ou nous sommes dans un monde où il y a la démocratie, il y a la lumière? Ça, je pense que ces professeurs, ils oublient ces problèmes. Ils oublient que nous, quand ils nous enseignent, nous retenons ce qu'ils nous enseignent parce que nous sommes appelés à appliquer ça demain. Donc, je pense que c'est temps pour qu'ils regardent toutes choses, pour qu'ils refassent, pour qu'ils regardent encore ce qui se passe. Je ne pense pas que ça soit un problème d'incompétence pour eux. Ce n'est pas un problème d'incompétence, c'est un problème de faire ce que je veux. Et c'est un problème de négligence. On néglige la vie des gens, on néglige la vie des jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, si la société veut avancer, c'est grâce à ces étudiants. C'est grâce à nous les jeunes. Parce que demain, ça sera nous les gouvernants, les magistrats, les présidents et tout, ça sera les étudiants. Donc, et si on ne veut pas que le problème rentre, le Sénégal rentre dans le problème, dans les pays où il y a ces tensions, je pense qu'il est temps de régler, de regarder ce qu'on appelle les failles, ce qu'il y a comme problème et de régler ça sur une table ronde avec les étudiants. Donc, pour le problème des réformes, c'est un nouveau système, n'est-ce pas, qui vient trouver un ancien système dans lequel le ministre lui-même et le président lui-même ont passé et ont réussi leur vie. Maintenant, pour qu'on applique un nouveau système, il faut au moins qu'il y ait une phase de transition. Il faut au moins qu'ils mettent, n'est-ce pas, des dispositions, n'est-ce pas, permettant une osmose entre les deux systèmes. Pour que l'autre système, n'est-ce pas, s'effrite doucement, sans pour autant qu'il y ait, n'est-ce pas, des conséquences négatives, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, la pédagogie d'une manière générale. Ce qu'ils n'ont pas du tout fait. Ils disent qu'ils sont des professionnels de l'enseignement, alors qu'ils n'ont pas tenu
compte de ces aspects. Alors il fallait aussi faire le bilan de l'ancien système. Ils oublient que c'est un ancien système, un système académique impérial qui a été implanté ici, copié aussi de la France. Il fallait faire ce bilan. Et les nouvelles réformes et le nouveau système LMD, n'est-ce pas, est accompagné de logiciels. Alors ces logiciels, n'est-ce pas, commettent énormément de tort aux étudiants. Parce que les secrétaires qui sont ici ne maîtrisent pas réellement ces logiciels. Alors que les secrétaires sont vieilles, si je veux dire. Alors que il y a toujours des étudiants qui sont renvoyés par erreur de notes. Des logiciels qui mettent 0 partout. Partout. Alors qu'il n'y a même pas de possibilité de réclamer sa note. Moi-même, mon propre ami, camarade est renvoyé parce que un professeur lui avait donné 3 alors qu'il avait 11. Donc il est renvoyé, il n'avait pas la possibilité de réclamer ces 11. Donc il est renvoyé comme ça. Il y a énormément d'étudiants qui sont dans ce cas. Donc ça cause beaucoup de problèmes. Le point suivant, c'est le problème, n'est-ce pas, de la promiscuité, n'est-ce pas, au campus social. Nous avons vu, n'est-ce pas, que les chambres de 3 lits qui devaient faire maximum 9 personnes, ces chambres, n'est-ce pas, aujourd'hui font plus de 20 personnes. Il y a un réel danger sanitaire dans ces campus sociaux. Donc il faut le dire, il faut le déclamer. C'est dangereux pour, n'est-ce pas, pour la jeunesse, pour l'État, pour le gouvernement, pour la société. C'est trop dangereux. Et si ajoute cela le problème de la restauration, nous savons tous que, n'est-ce pas, les repas servis dans les restaurants ne sont pas franchement des repas bien préparés. Les aliments ne sont pas bien crus. Les viandes, n'est-ce pas, laissent à désirer, franchement. Viande pourrie? Franchement, c'est n'importe quoi. Poisson pourri? Pourri, c'est pourri, mais le goût, n'est-ce pas, il n'y a plus de goût, n'est-ce pas, dans ces aliments. Donc les gens mangent du n'importe quoi. Il y a même des vers dans nos plats. Grosso modo, c'est la malbouffe ici. Quand j'ai dit, on néglige la vie des étudiants. Parce qu'on ne peut pas comprendre un étudiant qui est ici, qui a laissé son père, sa mère à la maison, qui sont des agriculteurs. Eux-mêmes, ils attendent que l'étudiant perçoive sa bourse pour les envoyer quelque chose. Et on se permet de donner à quelqu'un qui a non seulement son mari, les femmes, je veux dire, leur mari a déjà des millions ou bien des milliards, je vais dire. Et maintenant, on veut augmenter à cette personne de l'argent. Donc ça, c'est vraiment une injustice. C'est une injustice. Et là, je pense que le gouvernement doit être en mesure de regarder. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire à quelqu'un les règles de bienséance. On n'a pas besoin d'enseigner à quelqu'un qui est arrivé à un certain stade ce qu'il doit faire. Quand le gouvernement va... Si l'enfant de Macky Sall était dans l'université Cheikh Anta Diop, je pense que Macky Sall ne va pas donner à une femme de consul ou bien une femme d'ambassadeur de l'argent alors que son fils est là, il ne mange pas. C'est parce qu'il ne se soucie pas de l'état des étudiants. Un étudiant ici malade, des femmes, j'ai vu l'année 2011, il y a une fille qui était décédée ici, faute de surveillance, faute d'accompagnement. Parce qu'on ne l'a pas accordé un traitement. Parce que quand elle était tombée, elle était malade, on l'a amenée devant moi. Donc là, on devait immédiatement l'amener à l'hôpital principal. Et on se permet de l'amener au service médical où non seulement tu es malade, mais les moustiques vont te rendre encore plus malade. Et on se permet de laisser cette fille là-bas jusqu'à ce qu'elle décède dans ce stade. Donc vraiment, ça c'est déplorable. L'État doit regarder sa manière de faire la politique. Je pense que le problème au Sénégal, c'est la manière de faire la politique. Les gens parlent de politique. Chaque jour à la télé, c'est politique, mais ça leur manque ce qu'on appelle la politique. Ils sont des politiciens, mais ils ne savent pas comment on fait la politique. Si on fait la politique, on doit regarder les règles qui sont dans la société. On doit aider. Si on veut faire la politique, c'est bon d'aider d'abord. On sait que le Sénégal, c'est un pays
On ne peut pas dire sous-développé d'une manière catégorique, mais c'est un pays où vraiment les fonds, vraiment la population, ça lui manque quelque chose. Donc les familles diminuées, mais les étudiants font partie de ceux qui ont des familles diminuées. D'abord, ce sont les étudiants. Ils n'ont pas le parent. Il y a certaines personnes, ils n'ont pas de parents ici. Avant-hier seulement, j'étais à la fac quand quelqu'un m'a demandé de lui donner 100 francs pour payer son transport. Il me dit que ça fait 2 semaines qu'il n'est pas venu à l'école. Il était venu juste pour le problème des bourses. Il est venu pour régler ça. Mais ça fait 2 semaines qu'il n'a pas mis pied à la fac. Parce qu'il n'a pas le transport. Et on se permet de donner à quelqu'un qui a des milliards, des millions, des 500 000, des 1 million, alors que quelqu'un a besoin de 100 francs ici à l'université. Je pense que l'État, il est temps qu'il regarde. Pour réussir dans la vie, il faut d'abord regarder ce qui est logique. Mais on ne peut pas se permettre de gouverner un pays dans la manière dont on le semble. L'État ne peut pas rester là à vouloir dire je suis là pour l'intérêt de la population, alors que c'est pour son propre intérêt. On doit enlever l'idée selon laquelle ceux qui sont riches deviendront plus riches et les pauvres deviendront plus pauvres. Parce que si on continue à aider ceux qui sont riches, c'est comme si les pauvres vont rester toujours pauvres. Donc on doit changer cette mentalité. La politique doit changer. La politique de ce pays n'est pas une bonne politique. Et ça, c'est vraiment lamentable. En tant qu'un pays où on se croit être dans la démocratie, un pays où on s'appelle démocratie, matin, midi, soir, mais ça manque. Parce qu'on ne veut pas aider ceux qui ont besoin, ceux qui en ont besoin, mais on aide ceux qui n'ont pas besoin de ça. Moi particulièrement, je me suis cassé la figure pour élire le président Macky Sall. J'ai passé la journée du 21 juillet là-bas, en se battant pour élire le président Macky Sall. Aujourd'hui, nous sommes franchement déçus. C'est la jeunesse sénégalaise qui a honte de son président. Franchement parlé. Bon, pour les promesses, je disais que il n'a fait que peindre le ciel et la terre et jardiner les rêves. Franchement parlé. Donc on avait beaucoup d'espoir en lui. Nous sommes battus pour l'élire. Aujourd'hui, un étudiant a besoin de 18 000 francs ou 36 000 francs pour payer ses études, pour s'éduquer. Parce que c'est un droit fondamental, les études. C'est un droit fondamental. Seigneur Abdou Aziz l'a dit tantôt. Une personne, n'est-ce pas, qui est privée de son éducation, doit pouvoir, s'il le veut, et obligatoirement se lever contre celui qui veut lui priver son éducation. Donc si lui, il prend 500 000 francs pour l'attribuer à une femme, une épouse d'un ambassadeur, mais c'est du n'importe quoi. Alors, et l'épouse du professeur, et la femme du menuisier. Des fonctionnaires. Hein? Et nous, nos jeunes mamans, qu'est-ce qu'elles ont, elles? Qu'est-ce qu'elles ont? Et nous, les étudiants. Donc, franchement, il nous a beaucoup déçus. Mais nous sommes franchement éveillés maintenant. Nous savons que nos cartes ont une valeur extraordinaire. Nous savons aussi que nos mots, nos paroles, n'est-ce pas, sont respectés et suivis dans nos familles, dans nos villages, n'est-ce pas, dans les campagnes. Nous ferons tout, s'il ne revient pas à de meilleurs sentiments, nous ferons tout pour ôter Macky Sall ici et remettre quelqu'un qui sera beaucoup plus apte, qui a une grande propension à régler notre problème. Pour finir tout, nous lançons maintenant un appel à notre cher président qui a été bien élu, démocratiquement élu. Et ce que nous lui disons, ce n'est pas lui son problème, je pense bien, c'est son entourage. Il doit bien faire attention à son entourage. Des fois, dans la vie, on ne sait pas que quand on forme un groupe avec des gens qui eux-mêmes t'envient, tu ne peux pas progresser. Donc maintenant, pour progresser, pour faire quelque chose que nous, Sénégalais, nous attendons de lui, c'est de regarder bien, faire une rétrospection sur son entourage. Parce que si ceux qui sont autour de lui le freinent, il ne peut pas avancer. Si lui, il veut aider les Sénégalais, alors qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas aider les Sénégalais, mais ils veulent le siège présidentiel, là, ça devient un problème. Donc lui, nous lui disons de revoir ce qu'il avait dit. Le Sénégalais n'aime pas qu'on lui fasse des promesses sans pour autant les tenir. Parce que le Sénégalais a une conscience éveillée. Le Sénégalais est actuellement, surtout la jeunesse, est réveillée. La jeunesse était endormie dans les années 60, 80 et 2000. Mais en 2010, en 2011, 2012, jusqu'à cette année 2014, les autorités n'ont qu'à savoir que les Sénégalais sont bien réveillés.
on ne peut pas marcher sur eux. Actuellement, s'ils ne marchent pas sur les autorités, que les autorités se détrompent, qu'ils peuvent marcher sur les étudiants, sur la jeunesse et sur tout le monde. Donc nous lui disons de bien vouloir accomplir, s'il veut être réélu en 2017, il n'a qu'à poser des fondements légaux, des bases légales pour qu'on soit nous-mêmes, que nous voyons ce que lui-même il a fait. C'est ça que nous lui disons, de faire attention et de ne pas aussi prendre notre argent, notre patrimoine pour le donner aux autres alors que nous-mêmes nous en avons besoin. Il faut nourrir le fils d'abord avant de nourrir son esclave, c'est ce qu'on dit. Donc il faut nourrir les Sénégalais. Lui, il est élu pour nous, donc il est notre fils, il n'a qu'à nous nourrir avant de nourrir ceux qui viennent de l'extérieur et qui sont là autour de lui. Donc nous lui disons bien de vouloir faire attention, à bon entendeur, salut pour lui. Et que pensez-vous de civisme et développement? Civisme et développement. Bon, je pense que c'est une très bonne initiative. Bon, quand j'ai vu ça se faire, j'ai ajouté immédiatement. Parce que je sais que moi j'aime souvent ça, c'est ce que j'ai toujours aimé depuis mon enfant. Quand les gens se regroupent pour penser sur l'avenir de leur pays, j'aime déjà ça. Dans tous les regroupements où on me fait signe, moi j'aime adhérer pour parler de ça. Donc je vois vraiment aujourd'hui, et je suis conscient aujourd'hui même, je suis convaincue. Ce n'est plus quelque chose dont je pensais, mais je suis convaincue qu'avec civisme et développement, le Sénégal ira mieux si nous continuons, si civisme et développement continuent à œuvrer dans le même sens, pour la raison pour laquelle civisme et développement a été mis en place. Et je félicite ceux qui ont pris l'initiative, ceux qui ont eu cette motivation, cette pensée de mettre en place cette association, ce regroupement. Donc je vous félicite et je vous dis courage pour tout ce que vous avez entamé. Merci. Et là, on y va. Comme il a parlé de civisme, moi je vais plutôt parler du développement. Parce que quand on rassemble tout ce qu'il vient de dire, cela ne nous mène que, ce n'est que le chemin vers le développement. Donc je pense que si aujourd'hui nous sommes là, si aujourd'hui il est là, si aujourd'hui on est là pour parler, c'est parce que nous tous nous aspirons à développer notre pays. Mais nous devons savoir que notre pays ne peut pas se développer avec ces gens, ces politiciens ou bien ces étrangers qui sont là. Ces gens, on ne peut pas se développer comme ça. Ce qui peut nous développer, c'est la main dans la main, travailler ensemble. On ne bâtit pas une maison avec une seule personne. Mais quand on bâtit une maison, il y a tout le monde qui vient. Quand quelqu'un met la main, l'autre prend le ciment, l'autre prend le fer, l'autre prend le béton. Là, le travail est rapide, le travail est fiable et le travail est rapide. Et vite, c'est vite fait. Mais quand c'est une seule personne, vouloir maxer le ciment, vouloir faire ceci, faire cela, donc ça devient un long processus qui ne va pas aboutir à quelque chose. Mais je pense que nous devons travailler main dans la main. Les jeunes, je pense, il est temps qu'on se ressemble. Au lieu de passer là à dire c'est Neymar, c'est Nelson Mandela, c'est Balla Gaye, c'est Youssou Ndour, on doit regarder ce que nous devons faire pour notre pays. Au lieu de passer tout le temps de parler des joueurs, des lutteurs, de celui qui a gagné la Coupe du Monde ou pas, il est temps qu'on se ressemble, qu'on regarde quelles sont les perspectives à prendre pour développer le pays. Parce que nous tous nous aspirons au moins au développement, de voir le Sénégal un jour, un Sénégal qui est compté parmi les pays les plus beaux, parmi les pays les plus développés. Si c'est notre aspiration, donc le défi que je lance à tout un chacun, c'est d'essayer de travailler ensemble. On ne peut pas travailler dans la diversité. Je ne peux pas être contre mon frère, contre mon camarade et pour vouloir travailler avec lui. Donc, essayons d'enlever tout ce qui est race, tout ce qui est détenu, ce qui est la différence. Essayons de bannir la différence et de travailler main dans la main. Nous tous, nous sommes Sénégalais. Même si nous n'avons pas le même nom de famille, la même dénomination, le même village, la même famille, nous partageons le Sénégal et nous formons une même famille et une seule race. Donc, nous devons tous travailler pour...